Henri Pescarolo. Il y a des noms comme ça dans l'histoire de la course qui sont incontournables. Légende du sport automobile et grand amoureux des 24 heures du Mans avec 4 victoires et 33 participations, le record. Aujourd'hui, on se penche sur la carrière du pilote au casque vert. Que ce soit avec Matra, Rondo, Porsche ou sa propre équipe, le nom Pescarolo a brillé pendant des décennies et aujourd'hui, les amoureux de la course s'en souviennent et pourraient en parler des heures. Son exploit de 68, son accident terrible de 69, ses victoires en bleu ou son statut de challenger face aux géants dans les années 2000. Et ce qui est fou, c'est que Pescarolo est tombé un petit peu par hasard dans le milieu. Né le 25 septembre 1942 à Montfermeil dans le 93, Henri vient d'une famille de médecins. Son père est médecin et sa mère sage-femme. Naturellement, le jeune Pescarolo suit cette voie, mais à plusieurs reprises durant ses jeunes années, Pescarolo touche à la voiture. Son père aimait les belles autos, mais pas dans une optique de compétition, mais on va dire pour l'objet en tant que tel. Et un jour, il arrive avec une Triumph TR3 et Henri est fasciné par cet objet. Il y monte dès qu'il le peut et apprend à conduire à l'âge de 9 ans et perfectionne sa technique en dérapant dans le jardin. Mais ça, évidemment, le père ne le sait pas et Henri va se faire gauler par le jardinier. En tout cas, ce passage lui fait remarquer qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. Mais sa vraie vocation à ce moment-là, ce n'est pas la voiture, mais l'aviation. Henri veut être pilote de chasse. Il vole pour la première fois à l'âge de 15 ans, obtient son brevet de pilote à 17 ans et attaque la voltige à 18. Clairement, Henri est doué pour piloter et en parallèle, dans ses études, il se perd un peu. Il veut suivre un cursus d'ingénieur avec maths sup, maths spé, mais à ce moment crucial, malheureusement, sa mère décède. Un événement traumatisant comme on peut l'imaginer, et alors, Henri décide de changer de voie et de faire comme ses parents et d'aller en médecine. Mais il peine à s'y intéresser. Ses passions l'attirent davantage, et dans les années 60, tout bascule pour Pescarolo. Effectivement, son père s'inscrit à un rallye réservé aux médecins et il prend dans ses affaires son fils. Bon, le problème, c'est que c'est plus le père que le fils qui conduit, et en termes de résultats, c'est pas terrible. Mais c'est la première course automobile d'Henri Pescarolo, et même son premier contact avec le milieu. À ce moment-là, le sport automobile français est un petit peu dans le creux de la vague. En Formule 1, la génération des années 50, incarnée par Maurice Trintignant, premier vainqueur tricolore, est partie et la suivante peine à se montrer. De manière plus discrète, on retrouve Guy Ligier ou George Schlesser, mais ils ne jouent pas les premiers rôles. En endurance, la course est dominée par Ferrari tandis que Ford s'apprête à débarquer, et c'est justement la marque américaine qui va découvrir Henri Pescarolo. Et ouais, à ce moment-là, les moyens d'accéder au sport automobile sont assez limités. Pas de karting, pas de filière, mais dans ces années-là, une opération de détection est lancée. L'opération Ford Jeunesse, lancée par Jean Lucas et Gérard Cronbach. Pour ça, Ford demande aux différentes associations automobiles régionales de sortir des candidats, et Henri s'inscrit à cette détection. Nous sommes en 1964. Il fait bonne impression, et il est choisi pour représenter l'Île-de-France dans la Coupe des Provinces. Et Pescarolo brille par son talent, et prend 3 victoires au volant d'une Lotus 7. Elle est plus qu'importante dans mon parcours. Sans cette Lotus 7, Henri Pescarolo n'aurait jamais été pilote de course. Grâce à Sport Auto, Jamie Cronbach, Jean Lucas, Ford, Europe numéro 1, tous les partenaires, pour essayer de trouver des pilotes français, il n'y en avait plus. Cela dit, le titre ne lui revient pas. Mais bon, Henri, il en a fait assez, il a prouvé faire partie des meilleurs face à des Patrick Depailler ou José Dolem. C'est comme ça que sa carrière se lance et tout s'accélère en 1965. Matra n'a encore rien fait, mais Jean-Luc Lagardère est déterminé et va piocher parmi les jeunes talents français, dont Henri Pescarolo qui devient pilote d'essai. Les titulaires sont Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pierre Josso. Bon, pour 65, son nombre de courses est assez limité, mais il devient titulaire en 66 où il fait ses armes en F3 française. Déterminé, Henri remporte 2 victoires entre Montlhéry et Magny-Cours et clôt la saison à la 3ème place. Mais il est derrière son nouvel équipier, titré Johnny Servoz-Gavin, lui aussi un espoir. Matra donne du travail à ses pilotes et en 1966, c'est une grande première pour le constructeur comme pour le pilote au casque vert. Les Bleus débarquent dans la Sarthe et Henri découvre le Mans. Il fait équipe avec Jean-Pierre Josso sur une M620.
le premier proto de la marque, mais Matra n'évolue pas dans la catégorie reine. Mais c'est une première qui malheureusement tourne court. Les 3 voitures abandonnent. Ce sera la même chose en 67, année d'apprentissage. En monoplace, le pilote au casque vert poursuit et frappe fort. Bien que sa voiture ne soit pas prête de suite pour la nouvelle saison, Henry rattrape son retard en remportant 6 victoires, dont Monaco, et il devient champion de France. Notons également de belles performances en championnat européen. Clairement, Pescarolo continue de faire parler son talent et il grimpe en F2 en 68. S'il y a une année marquante dans le début de sa carrière, c'est bien celle-là. Déjà en Formule 2, il joue les tout premiers rôles avec sa Matra, mais Jean-Pierre Beltoise est tentant au-dessus. Ce dernier prend 5 victoires dans le championnat et prend le titre, mais Henry n'est pas loin derrière. 4 fois deuxième, 1 fois troisième, il devient vice-champion avant de prendre une victoire à Albi en fin de saison, course hors championnat. Mais surtout, en juin dans la Sarthe, il réalise une prouesse. Cette année-là, la compétition évolue. Les autos de plus de 7 litres sont prohibées et les Ford Mark II et Mark IV ainsi que les Ferrari 330 P4 ne sont plus de la partie. Bien que n'étant pas dans la catégorie reine, Matra compte bien exister après 2 années d'apprentissage et le début de course passe très bien avec la numéro 24 de Pescarolo-Servoz-Gavin. En effet, le duo français pointe au 2e rang derrière la Ford de tête. Mais alors que la nuit tombe et qu'il pleut à seau, Johnny Servoz-Gavin regagne les stands pour abandonner. La raison de la panne est toute simple et toute bête, le moteur d'essuie-glace a lâché et le pilote n'y voit strictement rien. Jean-Luc Lagardère réveille alors Pescarolo qui n'en croit pas ses oreilles. Abandonné parce que son essuie-glace ne marche plus, c'est ridicule et Henry enfile son casque et grimpe dans l'auto. C'est du suicide et il se rend vite compte de la folie qu'il est en train de réaliser, mais il s'en sort. Comme il se plaît à le dire, le bon Dieu était assis à côté de lui durant ce relais, mais je pense qu'on peut souligner la bravoure, l'adresse et l'instinct exceptionnel de Pescarolo qui se révèle par une chevauchée nocturne absolument magique. Et comment je suis resté sur la piste pendant 4 heures en rattrapant tout le monde, c'est ce que je dis d'une manière imagée, c'est que le bon Dieu était assis à côté de moi parce que c'est un miracle. En plus, en 68, Le Mans se tient en septembre et la nuit est donc plus longue qu'en juin. Cette nuit-là, Henry réalise l'impossible et Pescarolo devient le héros du public. Au petit matin, quand le jour se lève, il rend la voiture à Servoz-Gavin intacte à la 2e place. Malheureusement, le duo français n'aura pas droit au podium. Un peu plus tard, Mauro Bianchi sur Alpine sort violemment de la route au est de la forêt et la Matra roule sur des débris et crève. Celle-ci endommage la batterie et les espoirs de Pescarolo partent en fumée. Mais Henry est bien le vainqueur moral de cette édition. En fin de saison, Pescarolo accède à la Formule 1. Stewart, Servoz-Gavin et Beltoise sont les titulaires, mais ils s'ajoutent à la liste d'engagés pour la tournée américaine. Malheureusement, ça se passe moins bien avec 3 abandons en autant de courses. En 69, Henry poursuit en F2 et remporte la manche d'ouverture à Truxton avant de prendre la 3e place au Nürburgring. Mais l'échéance du Mans approche et il se trouve que la fédération veut aider les constructeurs français. Alors, un certain Jean-Marie Balestre demande à Matra et Alpine si ça les intéresse d'avoir la ligne droite d'une Audière privatisée pour des tests. Évidemment que oui, et Matra va pouvoir tester sa nouvelle auto à l'aérodynamisme plus poussé. Et effectivement, elle est rapide, mais elle est surtout dangereuse. Très fine, cette voiture peut être très instable. Alors lancée à presque 250 km/h, vitesse pas rapide par rapport à une voiture qui peut aller à presque 400, Henry Pescarolo s'envole sur une bosse. Par réflexe, il écrase la pédale de frein, mais ses roues ne touchent plus le sol. Le moteur se coupe, et dans ces quelques secondes silencieuses, Henry est sûr que c'est la fin. En réalité, la faucheuse n'est pas au rendez-vous et Henry rouvre les yeux. Le problème, c'est que sa Matra est en feu. Bien que souffrant de plusieurs fractures, il sort de l'auto et se jette dans le roule-crotte, le ruisseau à côté du circuit. Je dis oh là là, il s'est passé quelque chose, j'entends plus de bruit. Et puis on voit de la fumée qui sort. Je remets le contact et j'arrive à côté de la voiture de Pesca qui était à l'envers dans le bas-côté. Et Pesca qui était la moitié sous l'eau. Alors je le tire, il me dit mais tu me fais mal. Et ben, je dis oui mais t'es sous l'eau. Donc on le sort. Donc ça s'arrête, nos essais de ligne droite s'est arrêté comme ça. Bien sûr, cet accident est un coup d'arrêt pour Pescarolo. Il fait donc une croix sur le Mans, mais commente depuis son lit d'hôpital. Il souffre de brûlures et de fractures à la colonne vertébrale, mais très vite, il reprend le volant et ses habitudes. À savoir, impressionné.
Au Nürburgring, sur la Nordschleife, les F2 étaient mélangés au Formule 1 et pour ce Grand Prix d'Allemagne 1969, Henri Pescarolo se classe 5ème, victoire de sa catégorie et unique F2 encore dans le même tour que le leader qui était Jackie Ickx. Et en fin de saison, il remporte les 1000 km de Paris avec Beltoise. Deux événements qui ont peut-être motivé Matra pour le titulariser en F1 en 1970. En 1969, Jackie Stewart remporte le titre avec Matra qui réalise son premier objectif. Le truc, c'est que l'Écossais ne poursuit pas avec l'écurie française et suit Ken Tyrrell qui lance sa propre équipe avec l'ambition de devenir constructeur. Du côté de chez Matra, on veut poursuivre avec dorénavant un moteur V12 maison en lieu et place du V8 Ford Cosworth et on compte sur Pescarolo et Beltoise. La saison 70 d'Henri est bonne, mais la Matra n'est pas aussi performante qu'avant. Les résultats sont irréguliers, mais à Monaco, Pescarolo profite des abandons et d'un bon rythme pour prendre son seul et unique podium en Formule 1. Par la suite, il entre 3 autres fois dans les points, 6ème en Belgique, 5ème en France et de nouveau 6ème en Allemagne. 8 points durant la saison contre 16 pour Beltoise, un temps au-dessus mais aussi un petit peu plus expérimenté. Quelque peu déçu par la saison du français, Matra le remplace par Chris Amon. Dès lors, Henri va végéter dans le ventre mou du peloton, voire en fond de grille. Pourtant, il reste un pilote reconnu, mais avec de telles voitures, il est impossible de faire quelque chose de bien. Cela dit, en 71, il réalise 2 coups d'éclat. 2 entrées dans les points avec sa marche engagée par Williams, 4ème à Silverstone et 6ème en Autriche avec le meilleur tour en Italie. Ses derniers points. Alors, il se va proposer en volant chez Brabham, mais finalement, convaincu par les promesses de Frank, il reste chez Williams. Ça s'avérera être un mauvais choix. Après 3 saisons compliquées chez Williams, il rejoint BRM en 74 avec de l'espoir. Les Anglais ont réalisé une campagne 73 encourageante, mais cette dernière n'est finalement qu'isolée. Les abandons s'enchaînent et rien à se mettre sous la dent. Après un an de pause, il revient en 76 chez Surtees, mais les résultats ne sont guère meilleurs. Une période difficile et frustrante pour Pescarolo, qui dispute son 56e et dernier Grand Prix de Formule 1 à Watkins Glen. Frustrant car à côté, en endurance, ça se passe très bien. Après la mauvaise saison 70 en bleu, il décide de rejoindre Alfa Romeo pour le championnat du monde d'endurance. 3ème des 12 heures de Sebring, il s'impose à Brandsatch et prend part aux 24 heures du Mans au volant d'une Ferrari. C'est alors qu'au terme de la saison, Gérard Kronbach revient le voir pour lui demander de revenir chez Matra, lui disant qu'en 72, ils vont gagner le Mans. Kronbach qui est celui qui a conseillé Amon à Lagardère. Au début, Henri ne veut pas, par fierté. C'est une occasion en or et un tournant dans la carrière de Pescarolo. Pour cette saison, Matra ne fait que le Mans et engage 4 voitures. La 12 des pilotes de Formule 1 Amon Beltoise, la 16 de Jabouille Hobbs, la 14 de Severi Ganley et la 15 de Pescarolo qui est rejoint par Graham Hill. Et au début, Henri il n'est pas convaincu. Il pense que le Britannique n'est pas motivé, que le Mans n'est qu'un passe-temps pour lui, mais très vite, il est rassuré par le double champion du monde. Graham n'est pas rassasié, et si ça se passe moins bien en F1, il compte remporter le Mans et la triple couronne. Le duo Pescarolo-Hill est donc complémentaire et surtout, il est plus sage que les autres équipages. Bien que ralenti par des soucis mécaniques, la 15 est toujours dans le match et un duel fratricide anime les 40e 24 heures du Mans. Pescarolo-Hill contre Severi Ganley. En face, les pilotes de la 14 sont plus fougueux et tentent de prouver leur valeur. Ils prennent plus de risques, tapent davantage dans la mécanique et se mettent en difficulté. Le dimanche, sous la pluie, Ganley est heurté par une corvette et les réparations les relèguent à plusieurs tours. Pescarolo et Hill ont été plus intelligents et remportent donc les 24 heures du Mans. Matra remplit son objectif et Henri Pescarolo concrétise enfin, 4 ans après sa folle chevauchée nocturne. Quant à Graham, il remporte la triple couronne. Cette victoire est bien accueillie par le public, satisfait de voir une voiture française triompher au Mans. Une première depuis Talbot et Rosier en 1950. Je suis convaincu qu'il fallait avoir de toute manière une pensée toute particulière pour Henri, qui a été très blessé aux essais justement ici, au Mans, et qui en 1968 a été un héros malheureux, mais un héros pour la Matra. Donc Henri est incontestablement celui qui méritait le mieux de gagner le Mans cette année. C'est Henri Pescarolo qui est arrivé le premier, François Severi second, mais que ça aurait très bien pu être le contraire. En fait, oui, on avait ordre au départ de ne pas faire la course entre nous et les positions ont été définies par les ennuis mécaniques ou arrêts au stand. Alors admettons qu'il n'y ait pas eu d'ennui mécanique.
il y avait un moment où votre directeur devait prendre une décision en disant c'est un tel qui va gagner. C'est pour ça que dès le début de la course, comme j'étais persuadé que plusieurs voitures de l'écurie finiraient, je me suis empressé de doubler Henri par surprise. Je savais qu'il n'avait pas le droit de me redoubler après. En 1973, Matra s'engage pour tout le championnat avec l'intention de battre Ferrari. Rejoint par Gérard Larousse, Pescarolo remporte 2 victoires cruciales en début de saison entre Vallelunga et Dijon. Ferrari contre-attaque et Le Mans 73 s'annonce particulièrement intéressant entre ces deux marques. Du côté des Bleus, la course est marquée par des soucis pneumatiques. Plusieurs MS 670B déchappent, mais celle de Larousse-Pescarolo passe au travers des ennuis. Très vite, cette auto française est la seule capable de battre Ferrari et le duel de tête est très intéressant. Pescarolo ne prend les commandes qu'aux 3/4 de l'épreuve, mais des problèmes sur la Matra ralentissent l'équipage. La victoire est très disputée et à moins de 2 heures du but, la Ferrari de Jackie X rend l'âme et le duo français retrouve la tête. Un duel intense et Henri prend sa 2e victoire dans la Sarthe. Avec Gérard, il remporte les 2 dernières courses du championnat et offre ainsi à Matra le titre mondial. Henri vit une période faste et en 1974, Matra a le champ libre. En effet, duo Jarier X triomphe à Spa, puis Beltoise a rejoint Godas de Plomb pour gagner au Nürburgring, quand Pesca Larousse s'est imposé à Imola, juste avant Le Mans. Dans la Sarthe, les tenants du titre prennent très vite l'avantage et font cavalier seul. Les autres Matra ont connu d'importants soucis, mais du côté de la 7, tout va bien. Après 19 heures de course, il compte 10 tours d'avance. Une fois à bon port, il ôte son casque et informe ses mécaniciens que quelque chose est arrivé à la boîte. Les 4e et 5e rapports ont rendu l'âme, du coup, il faut tout changer. Normalement, le temps pour changer la boîte, c'est 1 heure, et dans ce cas-là, Porsche va gagner. Mais en un temps record, les mécaniciens effectuent les changements. Les 2 pilotes reprennent de l'avance, et Gérard Larousse franchit la ligne d'arrivée pour offrir à Matra une 3e victoire d'affilée. Chiffre équivalent pour Pescarolo qui incarne cette épopée fantastique en devenant le Français le plus victorieux de l'épreuve devant les 2 victoires d'André Rossignol, Raymond Sommer et Jean-Pierre Vimille. Et Gérard Larousse du coup. Et pour finir en beauté, les Bleus prennent un 2e titre mondial. Ainsi s'achève l'aventure Matra. Débute alors un chapitre bien moins stable pour Pescarolo. L'après Matra est bien plus décousu pour Henri Pescarolo. Entre la fin de son aventure en F1 et les nombreux changements de projet, ces années, moins fructueuses en termes de résultats, mettent bien en avant la ténacité du Français. Matra va s'associer avec Ligier pour la Formule 1, mais Henri n'est pas choisi par Guy. Cela dit, il dispute avec l'écurie vichysoise les 24 heures du Mans 1975. Mais ça tourne court. Abandon pour Pescarolo dans une édition assez morose. En parallèle, il retrouve Alfa Romeo pour le championnat et étoffe son palmarès. Il remporte les prestigieuses 1000 km de Spa, ainsi que l'épreuve sur l'Österreichring et à Watkins Glen. 3 victoires avec Derek Bell et il contribue au titre mondial de la marque. En 1976, il dispute quelques courses avec Renault et se fait d'ailleurs une belle frayeur à Imola en sortant de la piste et en se prenant un piqué dans le casque. Les piquets qui tiennent les grillages censés ralentir les voitures en cas de sortie de piste, mais ça, Henri n'en a aucun souvenir. Ouais, blackout de 3 heures. Mis à part une 2e place à Monza avec Jarier, pas grand chose à dire. Dans le même temps, alors qu'il est approché pour rejoindre le programme Porsche 936, il est convaincu par Vic Elford et Charles James de rejoindre le nouveau projet Inaltera. On lui dit que c'est le nouveau Matra, mais au final, il ne dispute que les 24 heures du Mans en catégorie GTP. Avec Jean-Pierre Beltoise, il réalise tout de même une course propre pour remporter la victoire de la catégorie, 8e au général. Bon, en 77, il revient pour jouer la gagne en rejoignant le programme Porsche, et surtout, il fait équipe avec Jackie X. Certainement les 2 meilleurs pilotes d'endurance de l'époque, et à ce moment-là, ils ont remporté l'épreuve 3 fois chacun. La 936 a remporté la course l'année précédente, et si Renault renforce son engagement et confirme sa bonne forme, Pescarolo X font office de favoris. Mais la tâche s'annonce tout de même ardue, car les A442 vont vite et le tandem de choc est contraint d'attaquer pour résister. Et ça ne manque pas, ils sont trahis par la mécanique. Dans la 3e heure, quelque chose casse et Henri Pescarolo regagne les stands au ralenti, voiture fumante. C'est l'abandon. Grosse déception pour Pesca, qui sera jugé coupable par Porsche. Henry, when the car broke, did it happen slowly or did it break very suddenly? No, everything was beautiful in the car. The oil pressure, oil temperature, everything was perfect. And suddenly the engine broke, and I think it's the road which broke, but it was really very, very sudden.
En réalité, c'est une bielle qui a cassé, chose unique dans l'histoire de constructeurs. D'après Pescarolo, je n'ai pas vérifié tous les problèmes techniques de l'histoire de Porsche, mais j'imagine que certains Porschistes devraient avoir plus d'infos sur ce sujet, donc si jamais vous avez la confirmation de votre réponse à apporter, vous avez l'espace commentaire. Bon, X l'emportera au volant de la voiture sœur après un récital, mais pour Henry, pas de victoire en 77. Bon, on reporte nos espoirs sur 78 et Henry fait de nouveau équipe avec X. Sauf que le duo est rejoint par Jochen Mass. D'ailleurs, pensez pour Jochen Mass, disparu il y a peu. Sauf que durant l'édition 78, c'est l'Allemand qui brise les espoirs de victoire de Pescarolo en sortant en virage Porsche. C'est fini et au final, c'est Renault qui triomphe. 2 éditions pleines d'espoir pour Pescarolo en faisant équipe avec un autre excellent pilote, mais 2 défaites cruelles. La 4e victoire attendra. Bon, pour se consoler, il prend 3 victoires dans le championnat du monde des marques entre Dijon, Misano et Vallelunga, à chaque fois avec Bob Volek, et contribue encore une fois au sacre de son constructeur. Mais en 79, Pescarolo retrouve le programme Inaltera, devenu Rondo, et c'est prometteur. En effet, si le constructeur sartois évolue jusqu'alors en GTP, il passe en groupe 6. Alors, les moyens par rapport à l'usine Porsche sont dérisoires, mais il y a certainement quelque chose à faire. Mais peut-être pas pour tout de suite. Les M379 sont encore trop neuves, et les voitures françaises connaissent beaucoup de soucis. En revanche, pour 1980, il y a de l'espoir, et Henry part de la pole position. Avec Patrick Tambay, il fait office de leader, mais il se trouve que sa voiture est équipée d'un moteur plus avancé que celle du propriétaire associé à Jean-Pierre Josso. Et au premier quart de course, Pescarolo abandonne, joint de culasse. Depuis les stands, il regarde Jean Rondeau remporter les 24 heures du Mans en tant que pilote-constructeur. Un fait unique. Et encore une fois, comme en 77 et 78, c'est la voiture sœur qui l'emporte. Avec des si. Puis Henry lève le pied, il fait moins de courses pour se consacrer à son autre passion, l'aéronautique. Il a déjà disputé plusieurs courses d'ULM, des avions ultra légers, a battu quelques records comme celui du Paris-Londres et gagne plusieurs courses. Pilote d'avion et d'hélico, Pescarolo a eu aussi une belle carrière dans les airs. Mais revenons sur le plancher des vaches. Bien que moins actif en ce début de décennie 1980, Henry est toujours avec Rondeau et si au Mans ça se passe moins bien, enchaînant les abandons, il contribue encore une fois au titre mondial 1982. Ouais. Sauf que Porsche a fait un cinéma pas possible à la FISA pour comptabiliser les résultats de ses 911, et ainsi, la fédération leur a attribué le titre. Un vol quelque part, et c'est resté en travers de la gorge de Rondeau et de Pescarolo. Gardez ça en tête. 1983 sera la dernière année de Rondeau, et ça ne se passe pas très bien. Alors que le groupe C voit le jour et que Porsche entame sa domination, le constructeur français sort une voiture audacieuse, mais qui sera très décevante. La M482 est en réalité plus lente que ses devancières. Après ce chapitre Rondeau intéressant mais quelque peu décevant, Henry retrouve Porsche, mais pas en tant que pilote officiel. Désormais âgé de plus de 40 ans, le pilote au casque vert débarque dans une des nombreuses écuries privées, le Team Yost. Alors au début, Reinold ne voulait pas vraiment de Pescarolo car le français n'apportait pas de budget. Et pour une écurie privée, ça peut poser problème. Mais Henry parvient à mettre en contact le Team Yost avec la célèbre marque de champagne Moët et Chandon, qui était son sponsor en aviation. Ce qui conduit à la signature du sponsor Pierre-Lan, et ça, Newman ne veut pas. Ils veulent être les seuls sur la carrosserie de la 956. Mais Yost arrive à les convaincre, et l'édition 1984 sera historique. La dernière victoire de Pescarolo remonte à 10 années en arrière, et en soi, difficile d'espérer jouer la gagne face aux nouvelles 962C de l'usine. Surtout que, dès le deuxième tour, la voiture numéro 7 de Pescarolo et Ludwig s'arrête sur problème mécanique. Pompe à essence cassée, beaucoup de temps perdu. Sauf que les deux pilotes sont rapides et surtout, ils sont propres et ménagent la mécanique. Peu à peu, ils remontent en évitant les problèmes et réalisent la course parfaite. Quand la voiture sœur, la 8 de Navarrez, Schlesser, Johansson a renoncé à la mi-course, on leur a proposé le renfort du Suédois, mais les deux hommes ont refusé, satisfaits de leur tandem. Ils ont peut-être bien fait car ensemble, ils décrochent la victoire aux 24 heures du Mans. 10 ans après, Henry Pescarolo est de nouveau victorieux dans la Sarthe, son 4e et dernier succès dans cette course mythique. L'équipe Yost, Newman, Pierre-Lan, ça réunissait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner. Une très bonne voiture, la Porsche 956, avec une équipe qui a l'expérience de la préparation de ce genre de voiture. Un très bon coéquipier, Klaus Ludwig, qui est quelqu'un qui va très vite et qui conduit en toute sécurité, ce qui est important au Mans. Et après ça, il faut un peu de chance. On a eu de la malchance au début pour un petit ennui. Après, on a eu de la chance parce que la voiture a merveilleusement marché jusqu'au bout.
L'autre analyse, c'est que les courses d'endurance prennent un rythme qui se rapproche de plus en plus des courses de vitesse et c'est d'autant plus intéressant pour les spectateurs. C'est qu'il y a vraiment une bagarre pendant 24 heures, les positions ne sont jamais acquises et ça rend les courses très intéressantes et pour le public et pour nous. Un mois plus tard, toujours avec la 956 du Team Yost, Henri Pescarolo fait équipe avec un certain Ayrton Senna, venu disputer les 1000 km du Nürburgring. Son seul contact direct avec le Brésilien qui a impressionné durant cette épreuve, surtout sous la pluie. Mais après 1984, la carrière de Pescarolo est de nouveau agitée. Si en 1985, Henri dispute encore quelques courses avec Porsche, il rejoint le programme Lancia qui affiche de belles performances au Mans. Cela dit, la fiabilité laisse à désirer. Henri connaît plusieurs ennuis durant la course et ne termine que 7ème. Son passage chez Lancia est court car le constructeur se retire au terme de la saison, mais le français se dit marqué par le contraste entre le Team Yost et le constructeur italien. Une ambiance bien plus latine. Direction Sauber en 1986. Le constructeur helvétique est présent dans le monde de l'endurance depuis plusieurs années, mais il change de statut en signant un partenariat avec Mercedes. De plus, la C8 était plus performante, même si les Porsche et les Jaguars étaient toujours un cran devant. Au Mans, malheureusement, c'est un abandon, mais quelques semaines plus tard, pour les 1000 km du Nürburgring, Henri fait équipe avec Mike Thaquel. Grâce à des conditions changeantes, une course agitée et de l'opportunisme, les deux pilotes parviennent à s'imposer. Il s'agit de la 22e et dernière victoire de Pescarolo dans le championnat du monde d'endurance, faisant de lui le 3e pilote le plus victorieux de cette compétition. Pas mal. Forcément, le temps passe et Henri, bien que quadruple vainqueur de la plus grande course du monde, toujours motivé et performant, n'est plus le premier choix d'un constructeur, mais il n'en démord pas. Le Mans 1987 en est un exemple. Cassant sa transmission en sortie d'arnage, problème connu chez Sauber dû au fort couple du moteur Mercedes, Henri s'est garé au virage Porsche et a tout tenté pour réparer sa voiture, se servant du kit outillage embarqué. Et après une vaine réparation, il arrive à stabiliser le problème. Du coup, il remonte dans sa voiture, regagne les stands, mais quand il arrive à son box, il remarque que tout est rangé et que surtout, son équipe a signé la feuille d'abandon. Dommage. Bref, après une deuxième saison chez les Suisses, mettant au point la C9 qui gagnera le Mans 2 ans plus tard, Henri rejoint Jaguar pour les 24 heures, plus que jamais en passe de s'imposer. Mais on ne lui fait pas vraiment confiance. Raoul Beuzzel fait la majorité des essais et casse la voiture avant qu'Henri ne prenne le volant durant la course. Très décevant, et le Français a le sentiment de s'être fait avoir. Dès lors, il retrouve un petit peu de stabilité avec Porsche et le Team Yost, mais Jaguar et Sauber Mercedes ont pris le pouvoir, et les 962C ne sont plus en mesure de tenir leur adversaire à distance. Surtout que l'ère du Sport Elite 5 pointe le bout de son nez. Malgré tout, Pescarolo est toujours fidèle au poste, et en 89, il dispute les 24 heures du Mans avec un équipage moins performant. Jean-Louis Ricci, un gentleman driver, et Claude Ballolena, peinant à trouver les clés de la 962C. Une édition pour le plaisir et par amitié, qui se termine à une honorable 6ème place. Enchaînant les places d'honneur, mais en 1991, il remporte la dernière grande victoire de sa carrière, en début d'année. Frôlant la victoire l'année passée aux 12 heures de Sebring, qu'il ne gagnera malheureusement jamais, Henri Pescarolo s'impose aux 24 heures de Daytona avec John Winter et Hurley Haywood. Dans une période agitée de l'endurance avec le Sport Elite 5, Pescarolo ne sera pas tendre avec les dirigeants, mais il est toujours dans la Sarthe et en 1992, il rejoint l'aventure Cougar d'Yves Courage. Cette édition est d'ailleurs un bon souvenir pour le pilote au casque vert, accompagné de ses copains Jean-Louis Ricci et Bob Volek. D'ailleurs, il remporte la catégorie C3, donc 6 victoires, toutes catégories confondues pour Henri au Mans. Oui, on prend ce qu'on peut. Désormais âgé de plus de 50 ans, Pesca ne lâche pas et répond présent année après année dans l'épreuve mancelle. Si ce n'est pour 93 avec Yost, une dernière fois, Henri est désormais fidèle à Yves Courage et les bouleversements réglementaires post-3 litres 5 le remettent quelque peu sur les devants de la scène. De Poleman trouble-fête avec Franck Lagorce à l'Inferté en 1994 à Challenger assumé en 1995. En général, dans toute ma vie, ce qui me motive, c'est la passion, et la passion est d'autant plus forte qu'on a du bon matériel. Donc c'est pour ça que pour la 29e fois, je reviens au Mans, et ce qui est exceptionnel, c'est avec du matériel pour gagner, ça me fait très plaisir. Sauf que cette année-là, les désormais Courage transformés en barquette n'avaient pas la même motorisation. Pescarolo roulait avec le nouveau châssis, sauf qu'il avait un moteur Chevrolet, moins éprouvé et qui s'avéra moins performant et moins fiable. Là où l'équipage Andretti, Volek et Larry étaient avec un moteur Porsche. Abandon rapide pour le français.
Qui sait ce qui aurait pu se passer avec un moteur allemand? Surtout qu'avec le dernier modèle, vraiment les courages étaient rapides, plus rapides que les McLaren. Les McLaren ont pu rivaliser sur la durée avec la consommation et avec la pluie, qui a un petit peu gommé l'écart de performance, mais sinon les LMP1 mettaient une tôle au GT quoi. Donc voilà, encore des si. Mais 1995 est marquant pour autre chose, car Pescarolo reprend la filière Elf. Cette filière mythique qui a amené bon nombre de pilotes français vers la Formule 1, mais dans les années 90, les choses ont changé. La F1 est devenue plus difficile d'accès pour les pilotes tricolores, et ça, Henry l'a bien compris et diversifie ses activités. La filière, c'est l'ancêtre direct de la FFSA Academy, et elle est basée au Technopark du Mans, à l'intérieur du circuit. Et pour 1996, ils engagent directement leur voiture. Les dernières participations d'Henri Pescarolo aux 24 heures du Mans se fait donc entourer de jeunes, que ce soit des pilotes ou des mécaniciens. Le plus emblématique est certainement Emmanuel Collard, l'un des jeunes pilotes français les plus en vue dans ces années-là. N'oublions pas Franck Montagny avec qui il dispute Le Mans en 1998. D'ailleurs, bon, là c'est moins flatteur pour Henry, mais il faut dire que les jeunes pilotes étaient parfois déçus du rythme de la légende française, un peu posé d'après les dires de certains, et c'était frustrant, on comprend. Surtout que Pescarolo leur rappelait sans cesse de ménager l'auto. Des paroles sages. Mais en 1998, Total rachète la filière Elf et trahit les engagements et les promesses de Pescarolo. En fait, c'est un pilote italien, Fulvio Ballabio, qui a convaincu le propriétaire d'investir en Italie. Donc les ressources de la filière endurance sont parties en Italie. Ceci marque la fin de l'histoire, mais Henry ne compte pas baisser les bras et fonde sa propre équipe en 1999. Dans une édition marquée par un plateau pléthorique incarné par les GT1 ou Mercedes CLR, la Courage C50 du Pescarolo Promotion Racing Team fait pâle figure, mais le public manceau ne manque pas d'encenser la légende française. Il ne le sait pas encore, mais il va disputer ses dernières 24 heures du Mans. Derrière les favoris, et alors que Yannick Dalmas l'égale au nombre de victoires dans la Sarthe, Pescarolo, accompagné de Michel Ferté et Patrice Guay, boucle une dernière fois le double tour d'horloge qu'il achève à une honorable 9e place. Il sait qu'à presque 60 ans, il ne retrouvera pas de volant compétitif, et surtout, cette histoire d'écurie privée montée en son nom l'a fait réfléchir. Il est temps de raccrocher le casque et de passer de l'autre côté du muret. 33 participations aux 24 heures du Mans, présent chaque année depuis ses débuts en 66 à Courage. Le nom Pescarolo est bien sûr associé aux 24 heures du Mans, mais le pilote n'a pas fait que de l'endurance ou de la Formule 1. Je n'en ai pas parlé car cela aurait grandement complexifié le narratif, mais Pescarolo a roulé dans bien d'autres catégories. Double champion de France des circuits dans les années 70, mais aussi plusieurs courses en rallye comme au Monte Carlo, le Critérium des Cévennes avec une 2e place comme meilleur résultat, ainsi que le Paris-Dakar à plusieurs reprises. Mais pour les années 2000, c'est un tout autre chapitre qui débute, celui de Pescarolo Sport. Si j'ai créé cette écurie, c'est que j'ai quand même un certain passé. C'est évident que j'avais une certaine crédibilité en tant que pilote. Cette crédibilité, il fallait que je l'acquière en tant que team manager. C'est pas du tout évident. On ne fait pas confiance a priori à un pilote quand il crée une entreprise. Donc j'avais tout et j'ai encore tout à prouver dans ce domaine, mais il est sûr que mon nom m'aide dans les contacts. C'est plus facile, mais ça ne veut pas dire que ça tombe tout seul pour autant, malheureusement. Et c'est même l'une de mes surprises, c'est que je pensais pas que ce serait aussi difficile de trouver de l'argent pour un programme aussi médiatique qu'un programme qui vise à gagner le Mans à moyen terme. Donc je comprends toujours pas pourquoi c'est aussi dur d'ailleurs. Sur la base de l'équipe de 1999, Pescarolo Sport voit le jour en février 2000. Une toute nouvelle aventure pour Henry qui découvre le métier de chef d'entreprise. Il s'entoure de personnes de confiance et achète un châssis C52 à Yves Courage. Le moteur Porsche est remplacé par un moteur Peugeot A32 et l'aventure débute en mai lors de la manche de Silverstone de l'American Le Mans Series. Ouais, l'American Le Mans Series à Silverstone. Mais il faut dire qu'à l'époque, depuis la disparition du championnat du monde fin 92, l'endurance prototype était dans le creux de la vague et c'est Don Panoz qui a quelque peu relancé tout ça avec la LMS. De ce championnat américain naîtra le championnat européen, le LMS, le championnat asiatique, le Le Mans Series et plus tard, le WEC. Bon, en parallèle, il y avait tout de même un championnat FIA de sport prototype, mais bon, il décollait pas vraiment. Bref, Silverstone 2000, première course de Pescarolo qui se conclut à la 7ème place. Un mois plus tard, avec Sébastien Bourdet, Olivier Grouillard et Emmanuel Clérico, Pescarolo Sport termine 4ème de ses premières 24 heures du Mans, derrière les intouchables Audi. Une course propre et encourageante. 2001 marque déjà un tournant dans l'histoire de Pescarolo Sport. Claude Galopin devient le directeur technique et Henry accueille également André de Cortanze en tant que consultant technique.
La nouvelle C60, qui sera bien modifiée en 2002, incarne les espoirs de l'écurie française. Le public attend évidemment beaucoup des voitures vertes face aux Audi. Le début de saison est intéressant avec de très belles performances à Barcelone et Monza, performances malheureusement gâchées par la fiabilité. Pour Le Mans, Pescarolo engage 2 voitures, la 18 de Clérico Cotas d'Erichbourg et la 17 de Bourdet, Redon, Bouillon. Celle-ci joue le top 5 très longtemps, mais en fin d'épreuve, des ennuis la relèguent loin au classement. Petite douche froide, mais un mois plus tard, à Estoril, Pescarolo remporte sa première victoire et confirme 15 jours après à Manicourt. We should have won in Monza, we should have won in Barcelona, so at least that happened. It's fantastic for the team. We are doing so much effort, to try to be competitive at a high level and to beat the Ferrari, which is a reference in that championship. It's very, very good for us and very encouraging. Le truc, c'est que dans le championnat, sans Audi, Pescarolo se débrouille bien et prend 4 victoires entre 2002 et 2003. Mais au Mans, c'est compliqué. Complètement anonyme, loin des Audi ou de Bentley. Alors en 2004, nouveau tournant pour l'écurie française qui se débarrasse des moteurs Peugeot, pas toujours les plus performants et surtout pas toujours les plus fiables. Adieu Peugeot, bonjour Judd, un V10 5 litres à la sonorité marquante. Ah, ce bruit, ça fait plaisir. Bref, de plus pour les châssis, on ne parle plus de courage, mais de Pescarolo. Si les châssis de Yves sont toujours la base, ils sont suffisamment modifiés pour que Pescarolo devienne constructeur, et dorénavant, l'écurie passe un cap. Les protos sont plus modernes, et si les Audi restent devant, la nouvelle base redonne de l'espoir à l'écurie d'Henry. Ça se matérialise au Mans avec une 4ème place retrouvée, derrière les 3 voitures aux anneaux. Puis arrive 2005, une année très spéciale pour Pescarolo Sport. Cette année-là, les règlements changent et l'aérodynamique des voitures doit être revue pour plus de sécurité. En fait, les concurrents ont le choix. Soit ils gardent leurs autos telles quelles, mais elles sont bridées et alourdies, soit ils fabriquent une nouvelle voiture prenant en compte les nouvelles directives. Ce qu'a fait Pescarolo, mais pas Audi. En effet, la marque aux anneaux doit débarquer en 2006 avec un nouveau prototype à moteur diesel, la R10. Ce serait trop cher et inutile de développer un proto uniquement pour 2005, alors ils réutilisent la R8 qui se voit donc alourdie et bridée. Chez Pescarolo, le travail est bon et quand la nouvelle voiture est testée, l'écurie réalise qu'elle a une très belle carte à jouer. S'ajoute à tout ça l'arrivée du champion du monde des rallyes Sébastien Loeb, qui vient garnir les rangs des verts, blancs et bleus. Dans la 16, on retrouve Emmanuel Collard, Jean-Christophe Bouillon et Eric Comas, et dans la 17, Loeb et Larry Ayari. Bon, l'an dernier avec le Dormeur du Val, on vous a sorti une vidéo consacrée à cette édition marquante, je vous invite donc à aller la voir. 2005, c'est l'année ou jamais pour Pescarolo car la performance est là. Les 2 voitures monopolisent la première ligne, mais 2 choses viennent doucher les espoirs des Français. D'une part, des ennuis techniques dont la boîte de vitesse X-Track est le talon d'Achille, et d'autre part, la fébrilité de certains pilotes dans Sorel Ayari. Pescarolo avait tout pour gagner Le Mans en 2005, mais c'est finalement Audi qui l'emporte. La 16 termine tout de même 2ème, mais ce résultat fait mal. Très mal. Pour Henry, Le Mans 2005 est son plus grand regret. Arrêtez la première marche, mais enfin bon, si on l'avait eu cette année, on serait peut-être pas revenu l'année prochaine, alors il vaut mieux pas l'avoir aujourd'hui. Alors certes, Pescarolo prend le titre en Le Mans Series en fin de saison, mais ce n'est qu'une maigre consolation, et à partir de 2006, tout espoir de vaincre est balayé par des règlements tuant les petits constructeurs. Désormais, c'est le diesel qui doit triompher, et les grands constructeurs que sont Audi, puis Peugeot à partir de 2007, ne laissent aucune chance aux essences. Ouais, on parle de 170 chevaux à l'avantage des diesels, sans aucune équivalence de technologie. Qu'est-ce que tu veux faire? Cela dit, en 2006, Pescarolo profite des soucis de jeunesse des R10 TDI, et après une course rondement menée par l'équipage de la numéro 17, Montani, Loeb et Larry, Pescarolo prend une nouvelle 2ème place ainsi que le titre en Le Mans Series en fin de saison, avec 5 victoires en autant d'épreuves. Mais en 2007, Pescarolo s'effondre peu à peu, luttant dans sa catégorie, loin des meilleurs. Cela dit, le trio Collard-Bouillon-Dumas prend un 3ème et dernier podium au Mans. Challengé par Oreca pour le statut de meilleure voiture essence, Pescarolo a une ultime chance de gagner Le Mans en 2009. Même si cette dernière reste maigre, Pescarolo engage une 4ème Peugeot 908, très belle au passage, qu'il confie à Benoît Tréluyer, Simon Pagenaud et Jean-Christophe Bouillon.
N'oublions pas une Pescarolo 01 confiée à Bruce Joanny, Joao Barbosa et Christophe Tinso, que là aussi je trouve absolument magnifique. Ouais, les Pescarolo quand même, elles étaient belles. Et cette voiture termine 4ème et meilleure essence. Mais bon, 2009 ne sera pas leur année. La 908 s'accroche avec une officielle dans les stands et part dans une spectaculaire embardée dans la nuit au ouest de la forêt. Et le 31 octobre, à Okayama en Asian Le Mans Series, Pescarolo Sport prend la 15ème et la dernière victoire de son existence. L'ère du diesel a fait très mal à Henry et son équipe qui sont en proie à d'importants soucis financiers. S'ensuit une histoire que Pescarolo regrette. Il cède les parts de son équipe à Jean Pi qui, en 2010, décide de limoger la légende française. À court de finances, l'écurie renonce à tout engagement et déclare forfait des 24 heures du Mans 2010. Placé en liquidation judiciaire, Jacques Nicolet, propriétaire du Hawk Racing, et Joël Rivière rachètent les biens de Pescarolo Sport, et cela donne un dernier souffle à Henry qui revient en 2011 sous le nom Pescarolo Team. L'idée, c'est que Paddock était propriétaire de l'atelier. Les loyers n'ont pas été payés depuis 5 ou 6 mois et on ne m'autorisait même pas à revenir chez moi. Donc aujourd'hui, nous sommes de nouveau chez nous et on va prendre possession des locaux très rapidement. Très vite, Pescarolo retrouve ses habitudes et le succès en remportant la première course du Le Mans Series 2011 au Castellet. Première essence aux 1000 km de Spa derrière les intouchables Peugeot et Audi, Pescarolo retrouve Le Mans après une année d'absence pour le plus grand plaisir du public, témoignant toujours son soutien envers Henry. Emmanuel Collard est fidèle au poste et à ses côtés, on retrouve Christophe Tinso et Julien Jousse. Malheureusement, la voiture abandonne en fin d'épreuve. En fin d'année, l'écurie prend sa 2ème et dernière victoire lors de l'ultime manche du LMS à Estoril avec le titre en poche. En parallèle, en 2011, Pescarolo Team dispute le Michelin Green Challenge, une compétition axée sur la consommation d'essence. Henry l'explique très bien, mais à l'époque, la mode était au downsizing. On diminuait la cylindre des moteurs pour des raisons écologiques. Ça s'est vu en 2011 d'ailleurs, où les LMP1 évoluaient. Mais c'est avec un bon vieux V10 de 5 litres, le GV5 de Judd, toujours, que Pescarolo remporte ce challenge et obtient 2 invitations pour Le Mans 2012. Malheureusement, il est contraint de se rabattre vers un moteur plus petit, toujours avec Judd, le V8 3 litres 4, mais ce dernier s'avéra vraiment pas très fiable. Côté châssis, Pescarolo s'associe au constructeur japonais DOM et engage donc une S102.5 et réadapte un châssis Aston Martin AMR1 qui n'a pas fait beaucoup de tours en 2011, qui devient donc la Pescarolo 03. Dans la DOM, on retrouve Sébastien Bourdet, Nicolas Minassian et Seiji Hara, et dans la 03, Emmanuel Collard, toujours, Jean-Christophe Bouillon, toujours, et Stuart Hall. Malheureusement, cette course vire au cauchemar. La fiabilité n'est pas là, et les deux voitures renoncent très vite. La 03 après seulement 20 tours, et la DOM durant la nuit. Cela dit, elle est rallumée en fin d'épreuve, et Bourdet, pilotant pour Henry en 2000 lors de sa première participation en tant qu'équipe, referme ce chapitre. Un moment émouvant, même si à ce moment-là, on espérait les revoir. Mais la réalité financière rattrape Henry, et Pescarolo Team est placé en liquidation en 2013. Il est évident qu'au bout des 6 mois de procédure de sauvegarde, j'ai rien de positif à présenter au tribunal de commerce, c'est-à-dire que j'ai pas de repreneur, que j'ai pas eu d'activité pendant 6 mois et que j'ai pas de très bonne perspective vu l'ambiance économique. Vous comprendrez que trouver 2,5 millions pour faire un programme WEC, c'est un peu difficile. Donc devant cette situation, le tribunal de commerce a d'une manière tout à fait logique appliqué la loi. Dernièrement, vous avez peut-être réentendu parler de Pescarolo Team, car l'entreprise a été ressuscitée par Jocelyn Pedrono en 2016. Mais cette écurie n'a de Pescarolo que le nom. Pour revenir à Henry, ses apparitions sont raréfiées depuis 2012, mais dans le cœur des fans et des passionnés de sport automobile, il est toujours présent. Ses apparitions sont toujours saluées et appréciées. Son casque vert, sa paralysie faciale qui ne l'a jamais empêché de dire ce qu'il pense, son palmarès et son équipe de course, c'est l'image d'Henry Pescarolo, le Français le plus victorieux aux 24 heures du Mans avec Yannick Dalmas. 4 victoires, plus 2 victoires de classe en 76 et 92. Et en 2023, au Mans Classique, Pescarolo est réapparu. La voiture de 2005, propriété de François Perraudot, a été engagée avec Emmanuel Collard et Henry Pescarolo à son bord. Non sans oublier 3 mécaniciens de l'époque. Une bonne surprise faite à Henry Pescarolo qui a retrouvé le volant. Mais le casque vert n'a fait que 2 tours avant de céder sa place à Collard, lui disant de finir le travail et de triompher avec cette voiture. Chose faite. C'était l'histoire d'Henry Pescarolo.
arrive au bout de cette vidéo sur la légende française qu'est Henri Pescarolo. J'espère que ça vous a plu. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Le décalage d'édition entre l'édition et le moment où la vidéo sort et vous connaissez à force, c'est en bas, c'est noté. Et si vous voulez des histoires, toujours plus d'histoires sur sport automobile, bien sûr, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne. Mais si vous voulez une histoire que vous pouvez tenir entre vos mains, vous m'avez vu venir à 10 000. Mezzarino à contre-temps, mon premier roman, une histoire fictive, mais dans un contexte réel, réaliste. Voilà, je vous mets en capture d'écran quelques critiques qui sont sur Amazon, des critiques positives. En soi, il n'y a pas de critiques négatives, donc ça fait vraiment plaisir. Pour certains, le livre vous a beaucoup plu, et croyez bien, ça me fait très plaisir. Dans la prochaine FAQ, je vous inviterai à poser des questions sur le roman, si vous en avez, ce sera l'occasion d'y répondre. Tous les liens en description, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine, bon 24 heures du Mans ce week-end. Des bisous.